Hello, c'est Lucity, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler cache. Non, pas celui-ci, mais le cache navigateur à travers le cache busting. Comme je viens de le dire, on va parler cache navigateur, car il faut savoir qu'il y a plusieurs types de cache à différents niveaux de mémoire. La mise en cache est une pratique généralement bien vue pour l'optimisation de la bande passante de nos serveurs. En effet, ça évite de télécharger des ressources déjà à jour, et donc d'afficher les pages de notre site plus rapidement. Cependant, il est commun de voir des problèmes liés au cache, que le fichier chargé n'est pas le bon, et que le voisin a le bon fichier par exemple. Tout d'abord, on va définir ce qu'est un e-tag. Alors e-tag, pour entity tag, est une chaîne de caractères que le serveur distant attribue à une ressource. Cet e-tag est donc communiqué par le serveur et conservé par le client, comme votre navigateur par exemple, qui va renvoyer cet e-tag si cette même ressource est redemandée dans le futur. Si l'e-tag envoyé par le serveur est différent, le code 200 nous est retourné. Donc le cache est actualisé. Sinon, nous avons un code 304 nous notifiant qu'il n'est pas nécessaire de télécharger le contenu car celui-ci est toujours d'actualité. D'ailleurs, je vous mets un lien en description concernant le code des réponses de nos requêtes HTTP. Maintenant que l'on a défini ce qu'est un e-tag, on peut voir que ça fait bien son job. Le navigateur sait quand il faut télécharger la ressource ou non. D'après Yahoo, ça peut être une bonne chose de supprimer ces e-tags, car ils vont rendre unique une ressource par serveur. Donc si vous avez la même ressource sur un autre serveur, il va l'identifier comme étant différente. Alors le comportement de mise en cache ne sera pas en adéquation avec le résultat attendu. Aussi, je vais partir du principe que nous ne pouvons pas changer les paramètres liés au cache de le serveur web, donc il se peut que les e-tags soient désactivés. Allez, maintenant on va prendre un exemple donné par Google. Je vous mets le lien en description. Imaginons que notre serveur web soit configuré de façon à ce que les fichiers CSS soient conservés 24 heures par nos visiteurs. Mais notre intégrateur aime plus d'apporter de modifications et nous voulons que celles-ci soient prises en compte dans l'immédiat. C'est là qu'entre en jeu le cache busting, qui est une technique qui va nous permettre d'être sûr que nos fichiers statiques tels que JavaScript, CSS ou encore nos images soient toujours ce que l'on attend. On va voir tout de suite comment mettre en place ce mécanisme par la pratique. Peut-être êtes-vous déjà allé voir le code source d'Airbnb, Facebook, Twitter ou encore WordPress. On va y aller ensemble. Vous remarquerez que le nom de ressources sont accompagnés d'un hash. Cet hash est une empreinte numérique générée à partir de la date de dernière modification du fichier par exemple. En quelque sorte, le cache busting consiste à versionner vos ressources. De cette façon, leurs noms seront différents et votre navigateur les percevra comme étant de nouvelles ressources. Alors il forcera le téléchargement si les fichiers en question sont nouveaux pour le client demandeur, et ce, quelle que soit la configuration du serveur web. Alors ici, on se trouve sur une page qui appelle une image assez lourde. Étant en local, le téléchargement de l'image se fait rapidement. Pour bien que l'on puisse distinguer, on va simuler une connexion en Wi-Fi. Donc je mets la connexion en Wi-Fi et je rafraîchis. Si on force le rafraîchissement du cache à CTRL F5, on peut voir que dans la timeline, l'image met 1 seconde 12 à se charger, et que le code 200 est renvoyé. L'image a donc été téléchargée. En revanche, si maintenant on rafraîchit simplement avec F5 ou le bouton de notre navigateur, cette fois-ci nous pouvons voir dans la timeline que le chargement de l'image est de 1 milliseconde. Et ici, le code 304 nous est renvoyé. La ressource n'a donc pas été téléchargée car le cache est intervenu. Maintenant, si on analyse en tête de la ressource, donc ici, on peut voir via l'attribut expires que le serveur a communiqué à notre navigateur de rafraîchir le cache dans un an. Si l'on vient changer cette image et que l'on rafraîchit, donc on va déjà changer notre image, donc c'est le cinéma rouge, nous on veut le cinéma violet. Donc maintenant on rafraîchit. L'image est toujours l'ancienne, et ce, même si on navigue sur une autre page. Donc ici, on appelle une autre page, l'image est toujours l'ancienne. Rappelez-vous, l'image est dans le cache de notre navigateur et sera rafraîchie dans un an à compter de notre dernière requête. Ici, vos visiteurs devront donc forcer le cache, le vider ou attendre un an sans revenir sur votre site. Donc ici, si je rafraîchis en forçant le cache, donc via CTRL F5, l'image demandée apparaît bien. Alors pour pallier à ça, on va créer notre cache buster. Ici je veux utiliser PHP, vous pouvez adapter le code par la technologie que vous voulez. Alors c'est parti, on commence par créer un fichier init.php. init.php. Ce que nous voulons, c'est que notre ressource soit perçue comme étant nouvelle, à chacune de ces modifications. Si on prend l'exemple de WordPress, ils utilisent une query string, point d'interrogation, ici avec un numéro 45. Donc ici, on pourrait nommer notre ressource, par exemple, ressource.css, notre query string, du coup, version égale 1.2.0. Donc ici, notre query string serait celle-ci. Mais les query strings ne fonctionnent pas toujours, car certains navigateurs ne les voient pas comme étant un fichier différent. D'autant plus que certains outils ne vont pas mettre les ressources en cache si l'URL de celle-ci est dotée d'une query string.
L'idéal pour l'exemple serait donc de nommer la ressource ressource-1.css. Et dès que vous éditez votre fichier, alors changez le nom en ressource-2.css et ainsi de suite. Si vous voulez ne pas faire ça à chacune des modifications que vous effectuez sur vos ressources, alors le CacheBuster va le faire pour vous. On va donc créer une petite fonction que l'on va appeler version, qui va prendre le chemin de votre ressource en paramètres. Alors c'est parti. Function version, notre chemin que l'on va passer en paramètres. Et ici on va afficher la racine de notre projet, document root, que l'on concatène avec notre chemin qu'on passe en paramètres. Maintenant on va appeler notre fonction. Donc ici c'est notre page que l'on voit ici. Donc on peut voir qu'elle appelle simplement une image et puis une feuille de style. Donc déjà on va inclure notre fichier init.php, require once init.php. Ensuite on va afficher le retour de notre fonction version. Donc version, et ici on va mettre le chemin de l'image, on va mettre notre cinéma.jpg. Donc celui-ci. Donc bien notre image que l'on a sur cette page. Si vous n'êtes pas à l'aise avec cette syntaxe, ça revient au même que de faire ça. Hein. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe si on rafraîchit? On voit bien que l'on a notre chemin complet avec le chemin que l'on a renseigné. On va donc maintenant vérifier si cette ressource existe réellement. Donc pour ça, on va utiliser la fonction fileExist. Et en même temps, on va déclarer notre variable file avec notre chemin complet. Donc file égale notre chemin complet. Et si donc le fichier existe, on va retourner le chemin complet et par défaut, on va retourner le chemin que l'on a renseigné. Donc on va voir ce qui se passe maintenant. Hop. Ici, la ressource a été trouvée, alors le chemin complet est renvoyé. Si on indique un chemin non valide, donc on va dans index.php, on va mettre CMA. Voilà, ici on a simplement le chemin par défaut, enfin celui qu'on a renseigné à notre fonction qui est retourné. Nous on veut un chemin valide, donc on le remet à cinema.jpg. Maintenant, on va récupérer la date de la dernière modification de notre ressource. Donc on va nommer cette valeur mtime et on va le faire via la fonction fileMtime. On passe en paramètre le fichier en question et on retourne. Donc du coup, on va pouvoir voir le résultat. Ici, on peut s'apercevoir que la valeur est un timestamp. Donc pour que la valeur soit plus explicite, je vais la convertir en date GMT. Donc pour ce faire, je vais dans la console et je fais new date, la valeur de notre timestamp que je vais multiplier par 1000. On voit que la date de dernière modification de notre ressource est le 17 mai 2009. Maintenant, on va renommer notre ressource à l'aide d'un hash, donc une empreinte numérique. Mais d'abord, on va récupérer l'extension de notre ressource et retourner la valeur pour voir le résultat. Alors c'est parti. Tac, return, donc on va nommer notre extension ext. Alors via la fonction substr, donc dans notre chemin complet, on va récupérer la valeur à partir du dernier point, strr pose, file, et nous, on veut notre point. À partir du point, donc ici ce sera notre extension. On affiche, on a bien notre .jpg. Au final, on aimerait que notre ressource soit nommée de cette façon. Donc ressource.jpg, ressource-la valeur de notre md5.jpg. Actuellement, notre ressource est cinema.jpg. Ce que l'on va faire avec le code, c'est qu'on va donc remplacer cette partie, donc l'extension qu'on vient de récupérer, par un tiret, notre md5, et on va concaténer toute cette valeur-là par notre extension. Alors c'est parti, hop, on va retourner du coup notre nouvelle valeur. Donc on remplace notre extension par un tiret que l'on concatène avec
notre MD5. Le MD5 de quoi? Eh ben du timestamp que l'on a récupéré, donc de la date de dernière modification de notre fichier. Et la chaîne de caractères dans laquelle on effectue tout ça, eh bien c'est notre chemin. Ensuite, on n'oublie pas de concaténer le tout avec notre extension. Alors ici, j'ai favorisé le MD5 pour sa rapidité de génération. On peut imaginer tout autre algorithme permettant de générer une empreinte numérique. Donc on va voir ce qui se passe en sortie. Voilà, on voit bien que le nom de la ressource correspond bien au pattern que l'on voulait. Donc cinéma, enfin le nom de la ressource, notre MD5 et l'extension de celle-ci. Maintenant, on va appeler cette fonction au bon endroit, parce que là on l'affiche en dehors de la balise image. Donc c'est parti. On l'affiche, on exécute notre fonction au bon endroit. Et là, si on rafraîchit, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, comme on peut voir, dans la console, on a bien notre image, enfin, on tente d'appeler notre image, mais celle-ci n'existe pas, elle n'est pas reconnue. Donc là, il faut que l'on utilise la réécriture d'URL via le fichier de configuration de notre serveur web, ici, Apache. Donc j'utiliserai un .htaccess. Alors c'est parti. New file, hop, .htaccess. Donc on va indiquer à notre serveur web que l'on va d'abord activer la réécriture d'URL. Donc rewrite engine à on. On indique que la réécriture se fera depuis la racine. Donc rewrite base / on veut la racine de notre projet. Ensuite on va écrire la règle. Donc rewrite rule. On réécrit l'URL sur les entrées qui commencent par image /. Ensuite, pour le nom de notre ressource, on accepte tous les caractères. On veut un tiret, puis notre MD5. Donc A, des lettres allant de A à 9, on accepte tous les caractères numériques. Ensuite, on veut notre extension. Donc ici, le point, et ça peut être, on va accepter les images JPG ou PNG. Vous pouvez rajouter les images JPEG et autres. Voilà. Donc maintenant, on va en sortie associer l'image demandée. Donc, on va chercher l'image dans notre répertoire images. On récupère le nom de notre image. Donc ici, le nom de notre image. Donc, ça correspond à notre $1. Donc, pour imager, ici, du coup, le nom de notre image serait cinéma. Et enfin son extension, que l'on voit ici, du coup $3, donc ici qui est un JPG. On ajoute également, pour terminer, le flag L pour indiquer qu'il n'est pas nécessaire de continuer à chercher des correspondances via d'autres réécritures. Maintenant on affiche, on voit bien que l'image est récupérée. Si on affiche le code source, on a bien tout le pattern que l'on voulait au début. Donc ici, cinéma-notre md5.jpg. Maintenant, on va adapter notre page 2 de la même façon que la page numéro 1. Donc ici, on va mettre 1 et on va faire un lien sur la page numéro 1. On va maintenant aller remodifier notre image. On va aller chercher notre cinéma rouge. Oups, pardon. Donc de cette façon, on va chercher notre cinéma rouge, ici. Voilà. Et là, qu'est-ce qui va se passer si je change de page? Eh bien, on voit bien que notre cinéma rouge est bien récupéré. Nous pouvons aussi appliquer ce cas à notre feuille de style. Donc actuellement, notre feuille de style nous renvoie un background vert. Quand on rafraîchit, le background est bien vert. Ici, si je vais chercher la feuille de style numéro 2, on a un background bleu. Donc c'est parti, ce que l'on va faire, c'est qu'on va demander notre background bleu. Donc, je supprime la feuille de style actuelle et on prend la feuille de style donc du background bleu. On voit bien, quand c'est bien le background bleu qui est demandé. Ici, si on rafraîchit, et ben pareil, ici le cache intervient lorsqu'on tente de rafraîchir notre page. Nous, ce que l'on aimerait, c'est que notre background bleu soit pris en compte. Et ben on va faire la même chose que pour nos images, c'est-à-dire qu'on va appliquer notre cache buster à notre feuille de style. Pour ce faire, on va retourner dans notre htaccess, et ici on va appliquer une règle propre à notre feuille de style. Donc c'est parti, rewrite rule. Ici, ça va concerner nos CSS. On va faire la même chose. Je pense que je vais même faire un copier-coller, ça ira plus vite.
si ce n'est qu'ici, on veut un CSS. Et donc là, on a juste à modifier notre valeur et on va rechercher tout ça dans notre répertoire. Je l'avais nommé, je crois, CSS. Je vais vérifier. Oui, CSS. Sans oublier qu'en entrée, on va demander un CSS aussi. Voilà, on demande bien un CSS. Alors maintenant, dans notre index.php, on va, au même titre que notre image, entourer notre appel par notre fonction version. Voilà, et on va copier ça pour notre page 2 également. Voilà. Maintenant, si je rafraîchis, on voit bien que le background bleu, donc la feuille de style comprenant le background bleu, est bien appelée. Si on analyse la source de notre page, on voit bien qu'on a notre empreinte numérique ici qui est générée. Donc notre cachebuster est intervenu. De cette façon, la configuration du cache de votre serveur web peut indiquer à votre navigateur de conserver les ressources en cache pour une durée déterminée. Peu importe la durée, le cache busting permettra de récupérer les bonnes ressources. C'en est terminé pour cette vidéo. Le but ici était de comprendre le cache busting. À noter qu'il n'est pas nécessaire de l'utiliser à tout va, que son utilisation va bien évidemment dépendre du contexte de votre projet. Et bien conscience que ça ajoute un petit temps de calcul lorsque vous utilisez un cachebuster à la volée. Il pourrait d'ailleurs être intéressant d'utiliser un package nous permettant de modifier nos ressources en amont et ensuite de les upload sur les serveurs. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner. En attendant, portez-vous bien et à la prochaine. Salut tout le monde!